The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session web du User Group Infra Autodesk France. Nous allons encore attendre 1 ou 2 minutes que les inscrits se connectent et on va démarrer la présentation. À tout de suite. En attendant le démarrage, pour ceux qui sont déjà connectés, si vous pouviez me préciser dans le module de chat que vous voyez bien l'écran d'accueil et que vous m'entendez bien parler. Merci beaucoup. Très bien, on va donc démarrer. Merci donc à nouveau d'être présent, d'être connecté pour cette session du User Group Infrastructure France. Ce matin qui va être dédié à la présentation d'un workflow que l'on a préparé avec mon collègue Stéphane Balmain et qui a été délivré en anglais en novembre dernier pour Autodesk University à Las Vegas. Et donc ce matin, on va rejouer l'équivalent en français. Et Stéphane est également avec moi, à côté de moi, dans la salle pour présenter sa partie. Bonjour à tous. Donc quand vous voyez sur cette slide d'introduction, il y a des données disponibles. Les données qui nous ont permis de construire la présentation sont accessibles. Donc il y a les données, les datasets et aussi les fichiers que l'on a utilisés. Donc les fichiers Civil 3D, Revit, les modèles InfraWorks. Vous pourrez, si vous le souhaitez, récupérer tout cela. On vous mettra tout ça à disposition à travers je pense, le PDF de la présentation. Les liens que vous voyez sur la slide seront actifs dans le PDF. Ils vous permettront d'aller télécharger les données. Je précise également que la session est enregistrée et que, comme on fait d'habitude, la vidéo sera postée sur le répertoire dédié dans le projet BIM 360 du groupe. On attaque. Autre chose, vos micros sont coupés pour l'instant. Je vous demanderai, lorsque vous avez des questions, au fur et à mesure de les écrire
dans l'interface de GoToWebinar. Et à la fin de la présentation, on reprendra la liste des questions et dans la mesure du possible, on répondra à l'ensemble des questions et on pourra éventuellement ouvrir les micros selon le cas. Très bien, on démarre. Donc bonjour à tous, donc Stéphane Balmain, donc je suis ingénieur structure, je suis basé à Grenoble. Donc je m'occupe des workflows BIM pour la structure, donc un peu tous les produits de structure chez Autodesk, ça depuis 2008. Pourquoi 2008? Parce que c'était le rachat de la société Robobat et avant j'étais product manager béton pour Autodesk Robot Structure. C'est avant qui s'appelait Robo ou Robo Millennium. Et avant ça, en fait, j'étais en bureau d'études structure à Nice, bureau d'études qui s'appelait Setor, qui est SNC Lavalin depuis. Voilà. Et je suis sur le blog Village Vim avec mes collègues Alexandre, Julien et Oli. Merci Stéphane. Je continue. Donc moi, vous me connaissez déjà, hein, Vincent Fredon. Moi, je suis plutôt sur la partie infrastructure. Et donc pour les workflows un peu particuliers comme pour les ponts, eh ben, je travaille en collaboration avec Stéphane, puisque lui, il apporte toute sa compétence d'ingénieur structure. Cette présentation concerne donc le workflow pour la modélisation des ponts. On parle de nouveaux workflows, mais ça fait déjà plusieurs fois que vous m'entendez parler du nouveau workflow. C'est le workflow qui est basé sur InfraWorks. Toutes les manipulations que vous allez voir dans la présentation, elles sont basées sur des données et sur un modèle qui existe, puisque le pont dont on va parler, il a été réalisé, hein, vous allez voir les photos. Et ce que l'on veut démontrer ici, c'est comment on peut utiliser tous les produits de la collection AEC ensemble pour des choses concrètes. Sur la droite, vous avez le sommaire de ce qu'on va passer en revue, donc les généralités, et puis les différentes étapes, donc le contexte du site, la conception du pont en elle-même, comment on peut personnaliser le pont pour aller un peu plus dans les détails, pour avoir vraiment ce que l'on souhaite obtenir. La partie structure, donc là c'est Stéphane qui fera cette présentation-là. L'adaptation du modèle InfraWorks pour la communication. Un point sur les excavations, toute la partie terrassement autour de l'ouvrage d'art. Les documents, les plans et le ferraillage. Donc là c'est à nouveau Stéphane qui reprendra la main sur cette étape. Et un point sur les phasages travaux. Et on terminera par une vidéo qui illustre l'équivalent mais orientée pour les tunnels. Ici, vous avez deux illustrations avec à gauche les photos et à droite les captures d'écran InfraWorks qui vous montrent ce que l'on va réaliser. Donc, on a essayé de prendre les mêmes angles de vue dans les modèles InfraWorks par rapport aux photos à gauche pour vous montrer qu'on a essayé donc de modéliser un ouvrage identique à celui qui a été réalisé sur le terrain, y compris le contexte avec la route qui passe dessous, etc. Les données que nous avons utilisées pour cet exemple sont extraits d'un dossier de déclaration d'utilité publique, de DUP, qu'on a trouvé sur le web, tout simplement. Hein. Il est librement téléchargeable, donc on a récupéré le PDF, et puis on a trouvé dans ce PDF les informations géométriques de calage d'un ouvrage qui se prêtait très bien à notre présentation. Vous avez donc, on va pas s'attarder sur le projet, hein, c'est un projet qui est dans l'Allier et je crois que c'est le contournement routier de Vichy. Ouais. Vous avez ici le profil en travers type de la route, hein, c'est très très classique, hein, double chaussée, 3,50 m de large. Le projet en lui-même n'a rien de particulier. Et ça, c'est les extraits de la vue en plan et du profil en long qui étaient disponibles dans cette DUP, centré sur l'ouvrage d'art. Et donc, c'est ce qui nous a servi à remodéliser l'ouvrage tel qu'il était proposé dans le dossier de DUP. Donc, on a aussi trouvé un document en fait de celui qui a fabriqué en fait les poutres en préfa béton, donc de Rector Lesage. Et on voit aussi sur ce document en fait le calcul qui a été réalisé en 3D avec Structural Bridge Design. D'autres photographies en fait qui nous ont aidé à situer l'ouvrage dans son contexte pour le remodéliser. Les généralités sur le workflow.
Je pense que je vous avais déjà proposé cette slide pour ceux qui étaient dans le dernier meeting en septembre pour le user group, qui nous permet de bien montrer que on cherche à mettre de plus en plus InfraWorks au centre des workflows infra et que l'on souhaite mettre InfraWorks en avant en tant que plateforme BIM pour l'infrastructure. Et donc que l'on cherche à le connecter de plus en plus avec les autres solutions. Alors bien sûr avec Civil 3D, en bidirectionnel, puisqu'on peut ouvrir du Civil 3D dans InfraWorks et on peut ouvrir de l'InfraWorks dans Civil 3D, aussi avec Revit, et notamment l'échange est ici intéressant pour les objets ponts et tunnels, ce que l'on va voir dans le workflow. Pour le reste des workflows, bien sûr, on peut aussi échanger entre Civil 3D et Revit directement, particulièrement au niveau des surfaces, puisque depuis les versions 2019.1 des solutions Civil et Revit, on peut maintenant publier directement une surface Civil 3D dans BIM 360 pour que Revit puisse l'utiliser en direct. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on a toujours les interfaces avec 3ds Max, avec Navisworks, selon les besoins, et aussi la possibilité de récupérer dans InfraWorks des modèles 3D paramétriques qui viennent d'Inventor. On va aussi s'en servir dans notre workflow. Pourquoi mettre InfraWorks au centre du workflow pour la modélisation des ponts? Bien parce que InfraWorks permet de faire des modélisations d'infrastructures en contexte, en restant dynamique, puisque tout ce que l'on fait dans InfraWorks au niveau d'un ouvrage d'art va permettre de garder l'ouvrage dynamiquement lié à l'infrastructure linéaire sur lequel l'ouvrage est implanté, que ce soit de la route ou du rail. Si vous changez la géométrie linéaire, l'ouvrage d'art va automatiquement se réadapter. On est dans un contexte plus ou moins réaliste, bien sûr, selon la qualité des données du contexte que vous avez à insérer dans le modèle InfraWorks, mais on peut aller très loin. Si vous avez une topo très précise, vous aurez un modèle très précis dans InfraWorks. Et puis, on est capable d'avoir des modèles paramétriques, c'est-à-dire d'avoir des modèles qui sont très très dynamiques que l'utilisateur peut adapter en fonction des différents cas de figure. On sait à partir d'InfraWorks faire des propositions qui sont directement basées sur des règles et obtenir des pré-analyses qui permettent tout de suite d'avoir des modélisations assez avancées et réalistes dès le départ. On a les quantités, donc on a les coûts des ouvrages d'art que l'on propose en termes de béton, en termes de ferraillage dès le départ, en fonction des règles qui ont été calées selon ce que l'on voulait faire. Vous voyez sur la gauche, vous avez des règles HTO, vous avez des règles Australie, anglaises, mais vous avez aussi Eurocode et Eurocode France. Il suffit de bien se positionner sur la bonne norme lorsque vous commencez à modéliser l'ouvrage d'art. En fait, c'est plutôt que tu as les quantités préfa, coulées en place, et après acier, mais pour de la charpente. T'as pas vraiment le ferraillage, quoi. Oui, c'est pas directement le ferraillage pour le béton armé. Ouais. On peut aussi obtenir directement de la visualisation, que ce soit la visualisation pour communiquer avec le public, par exemple dans le cadre d'une DUP. On pourrait imaginer que les vues d'InfraWorks soient dans la DUP, ce serait beaucoup plus parlant que les vues en plan, les profils en long, les coupes que l'on peut voir. Je vous rappelle que la DUP, son but, c'est d'informer le public sur l'intention du projet. Mais aussi, on peut aller plus loin sur de la communication plus technique. On sait visualiser le détail de l'ouvrage, afficher les poutres, le détail du tablier, etc. On sait exporter vers Revit, ou plutôt envoyer vers Revit le modèle de l'ouvrage pour l'utiliser et utiliser les fonctionnalités Revit sur l'ouvrage d'art. Donc là, c'est documentation et ferraillage. Et puis, on peut utiliser le modèle aussi dans Navisworks pour faire du phasage travaux. On va illustrer toutes ces phases-là dans notre workflow. Donc, l'idée là, en fait, c'est que, on va commencer naturellement dans InfraWorks, mais ensuite, on va tout de suite affiner, en fait, le design de nos poutres, des culées, des piles de pont, des choses comme ça, avec Inventor. Une fois qu'on a fait ça, en fait, le modèle, on va envoyer le terrain vers Civil 3D principalement, puis après via BIM 360 vers Revit. Donc ça, c'est possible qu'avec la version 2019. Donc, on a laissé aussi les workflows classiques
où on envoie Civil3D et puis après on vient lier à Revit un DWG et faire lire ce terrain. Juste petit rappel, c'est que si vous faites ça, en fait, les lignes de rupture sont pas prises en compte. Donc c'est quand même un peu moins exact. Et c'est pour ça qu'à l'époque, donc la première fois qu'on a présenté ce nouveau workflow, on avait aussi, on vous a aussi dit d'exporter en FBX vers Navisworks et d'importer ce FBX en NWC ou NWD via Revit. Ce qui fait que là, le terrain est pas recalculé, donc il est exact. Ce qui permet, entre les deux terrains, de savoir si on est exact. Par contre, forcément, le terrain de Navisworks permet pas d'afficher les courbes de niveau sous Revit. Et donc, naturellement, après, une fois qu'on a récupéré le terrain dans Revit, par différentes méthodes, on va, donc suivant votre versionning, on va dire, et le fait que vous ayez BIM 360 ou pas, on va pouvoir envoyer directement le terrain depuis InfraWorks à Revit et en profiter pour faire tout ce qui est document d'exé, tant la documentation du pont que le ferrage de lui-même. Donc, création du contexte. La création du contexte. Alors, pour travailler ensemble, lorsqu'on a préparé cette présentation avec Stéphane, donc moi je suis basé à Paris, Stéphane lui est basé dans les bureaux Autodesk de Grenoble, donc on a mis en place un projet spécifique sur BIM 360 Docs, sur lequel on a publié toutes nos données, ce qui nous a permis de travailler ensemble en même temps sur un seul modèle InfraWorks, dans lequel on a fait plusieurs versions, plusieurs propositions de notre ouvrage d'art pour préparer cette session. Donc ici, voilà, merci Stéphane. Juste une illustration de l'interface de BIM 360 Docs. Ici, sur la gauche, dans mon répertoire de projet, j'ai créé un nouveau répertoire que j'avais appelé EU 2018 pour travailler sur ce projet-là, avec tous les sous-répertoires nécessaires pour stocker nos informations et pour échanger avec Stéphane. Et j'ai invité Stéphane, bien sûr, à collaborer avec moi sur ce répertoire BIM 360. Donc j'ai géré son niveau d'autorisation. Vous avez vu, je lui ai pas donné tous les droits parce que j'avais pas tout à fait confiance quand même. Donc voilà, c'était juste une illustration rapide pour vous montrer que BIM 360 c'est très simple à utiliser et dans ce cas de figure-là, ça nous a vraiment rendu de grands services pour collaborer et aussi pour gérer les différentes versions des données et des modèles InfraWorks que l'on a utilisés. Alors, ça n'est pas valable que pour InfraWorks, bien sûr. On a pu publier sur BIM 360 Docs toutes les données, les données d'entrée. On a aussi pu mettre les PDF, du Docs, de l'Excel, les fichiers Revit, les RVT, les DWG pour Civil 3D. Bien sûr, tout ce qui constitue votre projet, vous le publiez et vous le gérez à travers votre projet de collaboration. Alors, bien sûr, en point de départ, on a créé un modèle dans InfraWorks en utilisant l'outil Model Builder que la plupart d'entre vous connaissez bien aujourd'hui. Juste peut-être un rappel pour certains. Alors moi, j'aime bien commencer en cernant, en localisant bien le site d'étude avec un contour que je géoréférence. Donc c'est l'équivalent c'est un fichier shape en fait, mais juste le contour que j'utilise pour zoomer directement dans InfraWorks. Alors ici, comme on voulait utiliser BIM 360, dès le début, mon autre modèle InfraWorks, il était connecté avec notre projet BIM 360 et ici, dès le début, dès la création du modèle Builder, vous voyez le master, on peut le visualiser dans le viewer de BIM 360. On a ici exactement le rendu dans BIM 360, le même rendu que l'on a via InfraWorks. Dès le départ, dès qu'on crée le modèle Builder. Et bien sûr, le travail, on le réalise sur l'interface d'InfraWorks. Donc là, je reviens sur l'interface classique d'InfraWorks. Je clique sur la vignette, les données se téléchargent et le modèle se construit en local sur ma machine. Et là, je le visualise dans InfraWorks. Donc ça, c'est le modèle brut tel qu'il est arrivé avec Model Builder. Toutefois, comme là on voulait travailler sur un ouvrage d'art, on avait besoin de topo quand même, de la topo la plus précise possible parce que on voulait restituer le profil en long tel qu'il est, tel qu'on l'avait sur les documents de la DUP et tel qu'il est sur le terrain. Alors vous savez que le modèle Builder c'est de la donnée topo SRTM avec une précision en Z qui ici n'était pas suffisante. Alors l'étape d'après, on a utilisé la donnée
IGN de la BD-ALTI 75, alors qui n'est pas très précise en XY, mais en revanche en Z, qui est plus détaillée que ce que l'on a avec la base de données SRTM apportée par Model Builder. Alors ici, le principe, c'est depuis Civil 3D, j'ai créé une surface topo que je vais alimenter avec la BD-ALTI 75 de l'IGN. C'est une base de données gratuite. Vous allez sur le site de l'IGN et vous demandez à télécharger le fichier BD-ALTI 75 que vous avez pour toute la France, et après vous sélectionnez la dalle qui vous intéresse par rapport au site de votre projet. Donc ça, c'est la manipulation. Vous voyez, tous ces fichiers ASC, c'est les différentes dalles de la BD-ALTI 75. Donc ici, j'avais déjà repéré la dalle qui m'intéressait pour le secteur. J'avais créé un contour pour éviter de travailler avec toute la dalle parce qu'elles sont relativement étendues, là pour la découper juste à la taille de mon projet. Et automatiquement, j'ai la modélisation de ma surface topo à partir des données BD-ALTI IGN. Premier point. Deuxième étape, je vais rajouter, pour avoir un peu plus de précision encore, une deuxième surface qui va être imbriquée à l'intérieur, ciblée exactement très précisément sur l'ouvrage d'art. Et pour créer cette surface, je me suis appuyé sur les élévations qui étaient portées sur comment dire, pas la capture d'écran, mais l'image qui est dans la DUP, sur laquelle on avait les aides qui étaient portées autour de l'ouvrage d'art. Alors pour ça, j'ai utilisé Raster Design dans mon fichier Civil 3D. J'ai importé l'image de la DUP, de la vue en plan. Je la déplace et je la recale avec cet outil de Raster Design qui s'appelle ici Rubbersheet. Là, je l'avais installé en anglais parce que c'était une démo qu'on avait fait pour être présenté en anglais. Et cet outil, Rubbersheet, il permet de recaler précisément et éventuellement de réadapter la forme de l'image par rapport à des points caractéristiques du terrain. Ici, je me suis appuyé sur les angles du tablier et j'ai reporté les angles du tablier qui étaient sur l'image pour avoir la superposition exacte. Donc vous voyez, il y a plus qu'un déplacement et une mise à l'échelle, il y a aussi une déformation de l'image pour revenir exactement sur ce qui existe. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant, qui dans mon cas m'a permis d'avoir après un accès plus facile aux différents codes Z que vous voyez ici sur l'image. Donc j'ai tout simplement créé des points Kogo en cliquant sur chaque code Z qui était porté sur l'image, et j'ai comme ça pu reconstituer un maillage de semis de points topo. Et après, je n'avais plus qu'à créer une nouvelle entité surface dans Civil 3D, y insérer pour la définir ce groupe de points que j'ai créé à partir de l'image de la DUP. Donc là, vous voyez apparaître, c'est la triangulation fuchsia. Et la dernière étape, c'est l'imbrication dans ma surface créée à partir des données IGN de cette nouvelle surface créée à partir de l'image de la DUP. Donc qui est beaucoup plus dense, forcément les triangles sont bien plus serrés. Mais c'est vraiment pour avoir une donnée topo plus précise juste à l'endroit de l'ouvrage d'art. Donc ça illustre les différentes manipulations qui sont possibles en termes de surface entre Civil 3D et InfraWorks. En combinant les fonctionnalités des deux outils, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On a un champ qui est très étendu. Donc vous voyez ici la zone de la topo de l'ouvrage d'art à l'intérieur des triangles beaucoup plus larges de la BD-ALTI de l'IGN. Dernière étape, je viens dans InfraWorks remplacer cette surface topo manipulée dans Civil 3D dans InfraWorks. Dans InfraWorks, là je me suis pas embêté, glisser-déposer de mon fichier DWG Civil 3D. Bien sûr, je trie les objets surface. Il reconnaît qu'il y a 3 topos dans Civil 3D. La BD-ALTI 75, la topo faite avec l'image de la DUP et la résultante, l'imbrication. Bien sûr, je ne garde que la résultante. Et je supprime toutes les autres topos, comme ça je suis sûr que dans cette proposition-là d'InfraWorks, ma topo, c'est la topo qui a été travaillée avec Civil 3D. Il a reconnu que
que je travaille en Lambert 93, donc tout est bien calé, tout est bien géoréférencé. Là, la manipulation est très basique. Et ici, si je regarde un peu plus en détail, et notamment si je passe en filaire, je vois que sur le site de l'ouvrage, j'ai des triangles plus serrés, alors qu'à l'extérieur de l'ouvrage, je retrouve les triangles plus lâches de la BD Alti 75. Donc voilà, ça c'était la manipulation qui nous a permis d'avoir une topo plus fine sur le site exact de l'ouvrage d'art. Après, on a fait quelques manipulations dans InfraWorks pour bien sûr modifier les styles des routes, parce que les styles qui arrivent par défaut ne ressemblaient pas aux routes qu'il y a vraiment sur le terrain. À proximité, on a une voie ferrée, donc on a modifié le style de la voie ferrée. On a modifié aussi le profil en long de la voie ferrée. Le profil en long par défaut n'est pas assez régulier. Donc ça, c'est vraiment des manipulations très classiques, très standards d'InfraWorks, qui permettaient d'avoir un contexte, un environnement plus proche de la réalité que ce qu'amène le modèle builder. Mais le modèle builder reste quand même une base de départ très intéressante, puisque j'avais quand même les implantations des routes, j'avais l'implantation de la voie ferrée, du ruisseau qui passe sous l'ouvrage d'art, etc. Donc ça, c'est des manipulations assez standards dans InfraWorks. Je vous rappelle quand même ici que il faut bien penser à transformer les routes SIG qui arrivent par défaut avec Model Builder, à les transformer en routes à composants. Après, elles sont beaucoup plus faciles à manipuler. L'étape suivante, c'est la modélisation du pont. Et je relaisse la parole à Stéphane. Donc là, pour caler plus précisément l'ouvrage, on a donc le DWG était, enfin, l'image du DWG était calée, on va dire, en XY. Donc on a remis en fait ça en image sous InfraWorks. On voit ici les XY qui sont conservés. Et ensuite, on est venu caler précisément donc les culées, chaque pile. D'accord? Donc l'idée, si vous voulez, c'est que on part de l'élément, on voit qu'il y a une longueur globale et chaque travée, et du coup, on va venir ici caler le départ de station et la fin de station à ces valeurs en fait. Voilà. On retrouve facilement. Donc vous cliquez, vous rentrez la valeur. Donc faut voir que là, la petite astuce, c'est que bon, pour la première pile, vous rentrez la longueur, mais après en fait, il a besoin de la longueur par rapport au début. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit tableau Excel pour me calculer les codes cumulés en fait tout simplement. Hein, voilà. Et on peut rentrer les éléments. Et ensuite, on a un ouvrage qui est conforme au document de la demande d'utilité publique. Après, on a calé, on va dire, au mieux avec les éléments. Donc finalement exactement en fait, mais bon là c'était assez simple quand même on va dire les piles de pont. Donc on voit que ça tombe exactement en fait sur l'image et le nombre de fondations et de pieux. Une fois que Stéphane a eu calé la géométrie globale de l'ouvrage, c'est-à-dire sa longueur, le point de départ, le point d'arrivée et toutes les piles sur toutes les travées, on a affiné un petit peu les raccords entre la partie trottoir, caniveau, glissière et le profil en travers de la section courante de la route. Donc ça, on revient là sur des manipulations de composants routiers d'InfraWorks qui sait gérer les transitions. C'est-à-dire qu'on sait dire, voilà, l'accotement, il va se raccorder en biseau à ce qui va devenir le trottoir sur l'ouvrage d'art. Et en faisant ces manipulations, on cherche à obtenir quelque chose qui est plus fluide entre le passage de la section courante routière au profil en travers de l'ouvrage. Voilà, pour avoir quelque chose qui est plus coulant au niveau de la transition. Donc, on a personnalisé les poutres, puisqu'en fait, c'était des poutres, on va dire, béton assez simples, rectangulaires, avec une petite réservation pour les prédales. Donc, en fait, j'ai été prendre une poutre, on va dire, j'ai pris une poutre en ligne, mais j'aurais pu prendre une autre poutre. Voilà, vous ouvrez en fait cette poutre dans l'explorateur, vous l'ouvrez après avec Inventor, parce que IPT, c'est un format d'Inventor. Vous retracez en fait les éléments. Donc, je me mets en millimètres parce que c'était une poutre qui n'était pas en millimètres. Je fais mes réservations de décaissés de prédales. Ensuite, je vais attribuer en fait justement au code des variables avec des noms en adéquation pour se souvenir un petit peu de ce que c'est. Donc la hauteur à gauche et à droite et la largeur à gauche et à droite. Ensuite, vous avez la petite extension
infrastructure par chip utility qui permettent justement de faire cette liaison avec InfraWorks. Une fois que vous avez fait ça, vous réimportez sous un autre nom votre poutre. Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir la charger après avec Inventor. Bon, quelques petits tips pour changer la taille des paramètres qu'on voit à l'écran, largeur, hauteur, right, left, pour que ce soit plus lisible. Et du coup, après, je viens piocher en fait cette poutre. Je vais lui dire en fait que c'est un type pont et c'est un type poutre, enfin poutre de pont, on va dire. Et ensuite, je peux créer différents types si je les connais déjà. Ensuite, je peux classer, parce qu'on là, bon, c'est assez simple, on a voulu simple, on a mis que 4 paramètres. Du coup, je crée des groupes pour classer ces paramètres. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, sur mon pont, je reviens chercher ma poutre en rectangulaire avec des dalles. Et du coup, j'applique ça à mes éléments. Et ensuite, je vais appliquer ça à toutes les travées, naturellement. Du coup, on va voir ces poutres avec la petite réservation pour mettre après les prédales entre les éléments. Donc ça, c'était juste une image pour un petit peu résumer le workflow. Et aussi, quand on imprime en PDF, c'est pratique, parce que la vidéo est à part. Pour continuer la modélisation du pont, on s'est intéressé aux corniches aussi, puisque sur l'image, sur la photo, on voit que le pont est équipé de corniches sur les côtés. Ben, on a fait à peu près le même workflow en fait. On a utilisé un modèle Inventor paramétrique de corniche que l'on a inséré dans la bibliothèque des modèles paramétriques d'InfraWorks pour venir le placer sur le pont. Alors, il y avait déjà des modèles de corniche dans notre modèle InfraWorks, donc j'ai pris un modèle de corniche. Donc ici, c'est le placement. Ce que vous voyez, c'est le placement, le premier placement. Donc le modèle n'est pas adapté et en plus, vous voyez que par défaut, il n'arrivait pas orienté correctement. Donc ça, c'est à gérer dans la partie géométrie lorsque l'objet est sélectionné. Donc je gère son positionnement, je gère sa rotation, son décalage. Donc là, je le repositionne pour qu'il vienne bien se plaquer correctement sur le côté du tablier. Et après, vous voyez bien que la dimension n'est pas celle dont j'ai besoin ici pour l'ouvrage. Donc j'avais créé une autre version de ce modèle paramétrique avec des dimensions différentes et je n'ai juste qu'à intervertir, à changer le modèle pour venir prendre le modèle le plus adapté pour cet ouvrage qui là colle parfaitement avec la hauteur du tablier et il vient bien s'insérer correctement sur le pont. Puis après, ben, je lui précise que je veux, je recale l'interdistance entre chaque objet pour avoir quelque chose de régulier le long du tablier et avoir l'habillage final des corniches sur le long du tablier de l'ouvrage. Donc évidemment, la même opération à droite et à gauche. Donc maintenant, on va passer au calcul de structure. Donc l'idée, en fait, c'est que Structural Bridge Design est couplé InfraWorks est couplé à Structural Bridge Design de deux façons. Donc le cloud d'InfraWorks est Structural Bridge Design. Et ensuite de ce cloud, vous pouvez télécharger un rapport en PDF. Il vous fait une analyse de fil de poutre, d'accord. Et ensuite, si par exemple vous voulez rajouter du fluage, à rajouter un convoi militaire, bref, faire d'autres choses encore plus précises, vous pouvez télécharger le fichier Structural Bridge Design en local. Donc, vous voyez, c'est les 1, 2, 3 et 4 en fait, qu'on voit à l'écran. Donc ici, on va aller au cloud. Donc on vient ici dans Pont, on vient choisir Analyse et on analyse la file de poutre. Donc si c'est en vert, c'est que tout passe. Donc là, si vous voulez, j'avais eu, on va dire peut-être la main un peu lourde parce que j'avais pris à l'origine des HTO type 4 qui sont en fait les plus gros. Donc ensuite, donc ici, vous voyez, on a un premier résultat rapide de l'ensemble et ensuite poutre par poutre et après on peut télécharger une note de calcul. Ok. Voilà, donc note de calcul qui fait 200 pages environ. Et bien sûr, c'est une vraie note de calcul issue de Word, donc avec des liens. Si vous cliquez sur l'élément, ça va à la bonne page. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, je vais changer en fait mes dimensions de poutre. Donc, je vais passer en type 2 puis type 1. D'accord. Donc, et à chaque fois, je vais relancer le calcul dans le cloud. Donc, à chaque fois, ça crée une proposition, si vous voulez, d'un point de vue InfraWorks. Et je regarde mes résultats. Donc, vous voyez, quand vous cliquez une poutre, vous avez les résultats
de la poutre qui s'affiche et je peux retrouver ma note de calcul. Donc ici, bien sûr, aux Eurocode avec l'annexe nationale française, puisque Vichy est en France. Voilà. Donc, ici, on retrouve l'ensemble des calculs. Là, mon type 1, donc là qui était un peu limite, mais finalement, tout passe sauf un élément de cisaillement à 2% de dépassement. Bon, mais ça passe pas. Donc là, par exemple, on peut se poser la question de savoir si finalement, on va pas rajouter un peu d'acier passif ou augmenter la précontrainte pour faire passer ces éléments. Bref. L'idée, en fait, c'est qu'on peut facilement, vous voyez, faire différents groupes, avoir les résultats en cisaillement, en flexion, sur les charges roulantes, sur le gradient thermique, enfin bref, tout ce qu'il nous faut pour calculer un pont, et ça en 4 clics, d'accord? Donc là, un petit résumé, vous vous souvenez, donc HTO type 4, donc ils font des poutres d'1,80 m de haut. Après, je suis passé au type 2, puisque j'ai vu que j'étais vraiment pas beaucoup sollicité, parce que faut voir que là, j'étais sur les types 4, j'étais à 0,74. Mais en fait, quand j'ai regardé la note de calcul, en fait, il y avait vraiment 10 aciers de précontraint qui se couraient après. Hein. Donc le type 2 était déjà plus dimensionné, avec un taux de travail à 90, 80, 75. Et le type 1 était vraiment bien dimensionné. Il aurait manqué peut-être un peu d'acier passif à voir. Hein. Donc, admettons qu'on veut aller un peu plus loin. Donc, on peut ici, vous voyez, télécharger ce fichier Structural Body Design en local. D'accord? Donc, c'est une extension SST. D'accord? Et du coup, là, vous avez votre analyse de fil de poutre. L'idée, c'est qu'en fait, donc vous pouvez regarder, changer vraiment la définition des matériaux. Matériaux que ce soit béton, béton coulé en place, béton précontraint, acier passif, acier actif, naturellement. Et ensuite, vous allez pouvoir ici regarder un petit peu toutes les caractéristiques de la poutre et par exemple rajouter, moi ici l'idée c'est que je vais rajouter des charges roulantes sur mon élément et un modèle de fluage type 4 de mémoire. Donc je vais rajouter MC120 et je vais rajouter aussi ici un modèle de fatigue type 3. Voilà. Donc l'avantage aussi de Structural Body Design, c'est par exemple par rapport on prend un logiciel comme Robot, c'est vraiment la génération automatique de tout ce qui est charge roulante et aussi tout ce qui est gradient thermique, charge de poids propre, c'est assez facile à générer. Donc l'idée qu'après on régénère ça, donc ça régénère, ça fait rouler les convois et ça regarde tout ce qui est position pour le gradient thermique également. Voilà. On voit ces différents éléments. Donc naturellement, toutes ces notes, vous pouvez les exporter en Word. Et ensuite, on va repeupler, si vous voulez, les fichiers de poutres qui ont, elles, on va dire les aciers de précontrainte, pour vérifier si ça passe d'un point de vue du calcul. Voilà. Donc, on a aussi une interface pour regarder tout ce qui est moment de flexion, cisaillement, flèche, etc. Voilà. Global. Et ensuite, sur le détail de cette poutre, moi, je veux voir mes contraintes au sens de l'Eurocode 2, j'allais dire du BPEL, mais c'est fini. Et on a les différents éléments. L'idée aussi, c'est que sur Structural Body Design, on peut en fait demander une optimisation, donc on choisit son cas de charge, et lui en fait, il active et désactive en fait des fils de tauron, et il regarde en fait l'établissement de la précontrainte à l'intérieur de l'ouvrage, donc il fait des fuseaux de passage, et à la fin il vous dit si il a atteint un optimum. D'accord ? Voilà. Et après, on peut regarder, bien sûr, avec cet optimum, un peu tous les cas, sollicitation, quasi permanent, flexion, cisaillement, montage, bref, l'ensemble des éléments qu'on va voir, et remettre à jour, du coup, la note de calcul. Ici, les gradients thermiques différentiels de l'élément, et on va éditer une note de calcul. Voilà. Bon. On va passer un peu, on pourrait rester longtemps sur Structural Body Design, qui est quand même un logiciel complet pour le calcul des points poutres tant en béton précontraint qu'en charpente métallique. Donc ici un petit résumé de ce qu'on a fait. On a réactivé en fait différentes charges roulantes, modèles de fatigue, et on a fait relancer tout ce qui est calcul de précontraint, avec bien sûr toutes ces pertes de précontrainte, etc. Donc on a sur le site d'Autodesk, dans Autodesk Network,
euh, une partie dédiée en fait à prendre ce produit. Donc là, je vous ai parlé que de l'analyse de fil de poutre, mais on peut aussi faire des grillages ou des éléments finis avec cet outil en tutoriel. Merci Stéphane. L'étape suivante, une fois que l'on a modélisé notre pont et qu'on a analysé la partie structure et qu'on a donc éventuellement adapté la taille des poutres, toutes ces choses-là. Donc là, on est censé arriver à un modèle de l'ouvrage relativement précis. On peut, vous le savez, utiliser InfraWorks aussi pour la communication et améliorer le rendu du modèle, juste en jouant sur la partie éclairage, se mettre à un certain jour de l'année, une certaine heure, rajouter de la végétation. Vous voyez ici en bas à gauche sur les photographies du site, on voyait qu'il y avait des gabions qui ont été proposés pour maintenir les terrassements du pont et pour faire passer la route entre la culée et la première pile. Donc on a pu aussi remodéliser ces éléments-là pour avoir quelque chose qui soit proche de la réalité et pouvoir extraire des images, faire juste des captures d'écran depuis le modèle InfraWorks, ou aussi, vous le savez, générer des scripts et dérouler des vidéos. Alors là, j'ai gardé les vidéos en capture d'écran, hein, ça me permettait de bien montrer que c'est bien vraiment de l'InfraWorks et qu'il n'y a pas de post-traitement dans un logiciel externe. Vous pouvez aussi exporter ça au format vidéo WMV, MP4, ce genre de choses. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très facile à comprendre et qui explique bien l'intention du projet. Et très facile à réaliser. On sélectionne la route. Et c'est très simple à faire. Une animation. C'est très simple à faire. Même pour un nageur structure. Et là, vous avez des bibliothèques de véhicules, tout ce qui est placé ici, les végétations, les camions, voitures, ça ne vient que de la bibliothèque par défaut d'InfraWorks. Bien sûr, vous pouvez trouver des modèles à l'extérieur et les ramener dans les bibliothèques si vous voulez des modèles plus spécifiques à ce que vous proposez, à ce que vous créez, évidemment. Une autre partie, l'étape 6 ici, va concerner la partie terrassement, excavation associée à l'ouvrage d'art. Première partie, qu'est-ce que l'on peut faire directement depuis InfraWorks si on s'intéresse aux excavations nécessaires pour chaque pile, chaque fondation. On a un outil dans InfraWorks qui permet de manipuler des surfaces de terrain, ici qui s'appelle Land Areas. Vous dessinez une polyligne et cette polyligne, vous pouvez après la gérer en élévation et vous créez un décaissement. Alors là, un décaissement, mais ça marche aussi en surélévation. Ça peut aussi être une plateforme. Là, bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était des décaissements autour des fondations des différentes piles. Après, vous pouvez associer un talus spécifique à ces décaissements pour mieux gérer l'interface entre ce décaissement et le terrain naturel. Vous pouvez y associer des pentes particulières et un matériau. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un matériau plus sombre pour qu'on voit bien la partie talus. Et là, avec un outil d'analyse, je peux savoir quel est le volume net qui correspond à ce décaissement. Là, je crois que j'avais 825 mètres cubes de déblai juste associé à ça. Vous voyez, c'est extrêmement rapide aussi. C'est pas aussi fin que ce qu'on peut faire avec Civil 3D, mais ça va très très vite et j'ai tout de suite un résultat de cubature en déblai. Autre approche, on va essayer d'aller un petit peu plus loin tout en restant dans InfraWorks. Alors ici, j'ai juste changé le matériau qui s'appliquait sur les talus. Vous avez toute une liste de matériaux disponibles par défaut dans InfraWorks. Puis là, je me rends compte que cette fondation-là, elle va être très très près de la rivière qui passe sous l'ouvrage d'art. Donc je vais essayer de voir dans InfraWorks si je peux minimiser l'impact sur le cours d'eau et voir comment je pourrais terrasser ça en évitant de dévier le cours d'eau, si possible. Donc déjà, la première chose que je vois, c'est que je peux essayer de m'éloigner du cours d'eau. Je peux peut-être essayer de réduire les pentes du terrassement au moins côté cours d'eau et essayer de réduire le terrassement le plus près possible de la semelle qui va devoir être créée. Donc là, je peux déjà voir, rien que dans InfraWorks, que je peux quand même essayer de limiter fortement l'impact du terrassement sur le cours d'eau. Ensuite, on peut aussi aller un petit peu plus loin sur... Alors,
pas du phasage dynamique au terme de planning, Hmm. mais plutôt au sens de comment va être organisé le site du chantier. Puisque à partir de ces modélisations de décaissement, de terrassement, je peux aussi modéliser une piste d'accès aux différentes fondations. Comment je vais pouvoir organiser ces pistes, à quelles routes elles vont pouvoir se connecter, comment mes engins vont pouvoir accéder sur le site, comment mes engins vont pouvoir circuler autour des fondations. Voilà, ces images-là, que vous voyez à l'écran, elles ont toutes été extraites du modèle InfraWorks, d'une proposition particulière dans laquelle on a travaillé particulièrement sur ces différents terrassements, la création des pistes et comment les engins vont pouvoir circuler et se placer dans le site, quand le site va être en construction. Donc ça, c'est aussi un aspect intéressant d'InfraWorks. Étape suivante, comment on peut récupérer ces terrassements, ces excavations et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire avec Civil 3D. Parce que bien sûr, ce que l'on a vu là dans InfraWorks, ça me permettait déjà d'avoir une bonne idée de comment j'allais pouvoir m'organiser. Mais si je veux aller plus loin dans la forme de ces excavations et par exemple pouvoir gérer un talus beaucoup plus quasi vertical et un talus beaucoup plus souple, beaucoup plus faible, pardon, beaucoup plus en pente beaucoup plus faible pour que les engins puissent accéder au terrassement. Là, je vais devoir basculer sur Civil 3D pour utiliser les outils de talus de Civil 3D qui sont bien sûr plus puissants que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec InfraWorks. Donc, je commence par récupérer dans Civil 3D ce qui a été fait dans InfraWorks. Donc, tout simplement, je pars d'un modèle d'un fichier DWG Civil 3D et j'ouvre le modèle InfraWorks et je sélectionne les entités InfraWorks qui m'intéressent. Donc là, c'est les surfaces et le modèle 3D de l'ouvrage avec les terrassements qui ont été déjà créés dans InfraWorks. C'est ma base de départ dans Civil 3D. Et à partir de ça, dans Civil 3D, je vais aller plus loin pour modéliser des terrassements plus détaillés autour de mes piles d'ouvrage. Donc, je fais le tri, je fais le nettoyage dans les objets que j'ai récupérés d'InfraWorks. Donc, je garde le pont et les piles et les fondations. Ici, j'affiche en filaire pour bien voir comment les objets s'imbriquent. Donc, les triangles verts, c'est la topo. Et vous voyez la modélisation de l'ouvrage qui vient d'InfraWorks. Ici, je le récupère sous forme de solide 3D dans Civil. Je m'appuie sur les fondations qui sont créées automatiquement dans InfraWorks avec l'outil de Bridge d'InfraWorks et je génère une ligne caractéristique de terrain en m'appuyant sur le bas de la fondation. J'affiche l'éditeur tabulaire de la ligne caractéristique et à partir de cet éditeur, je vais la décaisser un petit peu plus bas parce que je sais qu'il va falloir terrasser un peu plus bas que la semelle béton finale. Et puis à partir de ça, je vais pouvoir adapter la forme de cette ligne caractéristique. Je vais notamment l'étendre. Bien sûr, il faut que je terrasse plus large que la semelle qu'il va falloir couler en place. Et puis là, alors là, c'est vraiment de la manipulation très AutoCAD. Hein. J'ai bien calé mes modes de fonctionnement pour étirer dans des directions très particulières chaque point et pouvoir caler tout simplement au clavier. Je lui dis que je veux étendre la ligne de 50 cm, 1 mètre, etc. À partir de cette ligne caractéristique, je peux créer les talus. Donc je m'accroche sur cette ligne et j'utilise l'outil talus de Civil 3D pour générer des talus. Sur cette première partie, un talus quasi vertical, puisque je vous rappelle, ici je vais tout faire pour éviter d'impacter la rivière. Donc là, par exemple, on va mettre des pales planches et puis on va pouvoir terrasser verticalement en essayant de garder la rivière dans son lit actuel en évitant d'y toucher. Sur le reste de la ligne caractéristique, là on va terrasser avec des talus beaucoup plus doux qui vont permettre aux engins d'accéder à la plateforme pour le terrassement. Donc ce que j'utilise ici, c'est les capacités de Civil 3D à générer des talus avec des formules et des pentes différentes le long de la même ligne caractéristique et après je demande à Civil 3D de gérer automatiquement, de créer automatiquement les transitions. Je génère aussi le talus sur le fond à l'intérieur de la ligne caractéristique et vous voyez ici le résultat en 3D. Donc avec un autre affichage dans Civil 3D, j'obtiens ce résultat-là. Donc vous voyez le décaissement du terrassement de la fondation pour la pile imbriqué dans la surface topo.
L'étape d'après va me permettre de découper ce volume de terrassement généré dans Civil 3D en différentes tranches qui vont représenter les différentes couches de terrassement. On sait que le terrassement, on va pas y aller d'un bloc comme ça sur toute la profondeur. On va faire par différentes couches, différentes strates, ouais. Et je vais les modéliser, ces strates. Le but, c'est de récupérer les différentes couches, les différentes strates pour Navisworks après, pour générer le planning dynamique dans lequel on va intégrer les différents niveaux de terrassement. Alors, Le calcaire marneux, le marneau calcaire. on pourrait aussi, comme dit Stéphane, se caler sur des couches géologiques. Ici, c'est pas le cas parce que vous allez voir la méthode que j'ai utilisée. J'avais pas j'avais pas de données géologiques, géotechniques. Là, simplement fait par profondeur. J'ai juste fait des distances, des interdistances. C'est tout ce que j'ai fait. Mais je voulais vous montrer cette manipulation parce qu'elle me semble intéressante. Moi, honnêtement, je la connaissais pas avant ce workflow. C'est un collègue qui m'a confié cette astuce. En fait, c'est très simple de découper un solide 3D en utilisant les fonctionnalités de AutoCAD 3D accessibles dans Civil 3D, où vous placez un plan à une certaine élévation et vous demandez tout simplement à AutoCAD en fait, de couper votre solide 3D en deux en utilisant le plan que vous avez calé à une certaine élévation. Et après, une fois que vous avez fait un découpage, vous déplacez votre plan, vous le mettez à une autre élévation et vous redécoupez à nouveau votre solide 3D et vous obtenez d'un solide 3D, vous en obtenez deux. Je trouve que ça, c'est extrêmement simple à utiliser et ça peut rendre pas mal de services. Donc le résultat, c'est ça, c'est mon solide 3D original, mais découpé en 4 tranches. Et ici, j'ai appliqué des couleurs différentes. Donc là, on va passer à la documentation et au ferrage avec Revit. Donc, en premier, en fait, Vincent va nous publier depuis Civil 3D le terrain. Donc là, vous êtes sous Civil 3D et donc on voit le terrain en 3D. Voilà. On voit là où il y a l'ouvrage d'art. Ouais, c'était pour bien montrer qu'on avait vraiment la topographie du site avec tous les détails, les talus, les routes, on voyait même les ouvrages hydrauliques. Et du coup, là, on va sur collaborer et publier les surfaces et on va repointer vers le même dossier BIM 360 où on avait publié en fait déjà le fichier InfraWorks. Là, on utilise le desktop connector et en fait, on navigue vers l'arborescence de notre fichier de travail, de notre répertoire de travail en commun. Voilà. Donc là, on va le voir de la même façon sous BIM 360. Donc c'est aussi l'avantage de BIM 360, c'est que sans les outils, vous pouvez visualiser les objets qui sont publiés. Donc là, on est sur une interface web et on a exactement le même rendu que si on avait Civil 3D pour visualiser la surface topo. Voilà. Donc, maintenant, on va passer donc depuis Revit. Qu'est-ce que je vais faire? On voit qu'il y a plusieurs ouvrages en fait qui sont proches de mon ouvrage. Donc, on va envoyer chaque pont globalement vers Revit. Et ensuite, on va faire lire cette surface topo à tous les ouvrages. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir appeler, lier d'un pont à l'autre les éléments. Donc, ici, j'envoie à Revit en fait. Donc, vous voyez, ici maintenant, ça prend un template et ça vous crée une proposition. Donc voilà, donc là maintenant je viens lier le topo qu'on vient de créer précédemment avec Civil 3D. Voilà. On voit que ça tombe directement où il faut puisque tout est géoréférencé. Je fais la même manip sur mes deux autres ponts qui sont proches. Je reviens lier en fait ces surfaces topo. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'acquérir puisque c'est déjà aux bonnes coordonnées. Et du coup, après, je vais pouvoir lier mon pont 1, 2 et 3 ensemble. Donc là, le pont le plus complexe, c'est le pont 2. Donc, en fait, j'ai tout mis dans mon fichier 2. Voilà, on voit le premier pont et le pont 3, exactement ici, qui tombe. Voilà. C'est les deux ponts SNCF qui étaient à proximité de l'ouvrage sur lequel on a travaillé. Voilà. Du coup, là, j'ai mon fichier Revit qui commence. L'idée aussi, c'est que, vous voyez, quand on commence, on choisit un template. Et après, on peut demander de le mettre à jour. Donc, imaginons que, par exemple, les terrassements, même si on faisait des pales planches ou verticales, on était trop proche du cours d'eau vis-à-vis des études d'impact. Donc, on aurait pu décaler, en fait, les piles d'un mètre de part et d'autre, en fait,
de la rivière, voilà. Donc comme ça. Et donc l'idée en fait de maintenant, depuis la 2019 de Revit et d'InfraWorks, c'est qu'en fait c'est pas un nouveau fichier que vous faites sur Revit, c'est que vous pouvez mettre à jour le fichier en fait. Donc là, et donc là je vais sélectionner mon pot, je vais lui demander d'envoyer vers Revit, mais en mettant à jour. Oui. Donc là je vais mettre update existing, donc mettre à jour. Avec un commentaire pour suivre ce qui s'est passé. Voilà, donc là je dis que je décale P2 d'un mètre et P3 d'un mètre, mais dans l'autre sens. Donc là, si vous voulez, l'avantage c'est qu'il regarde en fait le fichier existant et celui qui est en train d'être créé. Et après, sous Revit, vous allez voir, vous avez un petit fenêtre de commentaires qui s'ouvre où on voit en fait, voilà, avec le commentaire les éléments. Et donc là, on va dire que je veux appliquer ces éléments. L'idée aussi, c'est que vu que tout est dynamique dans Revit par nature, si vous aviez coté ces éléments, les codes se mettent à jour et on voit que j'ai une portée de 17 mètres au milieu. Bon, naturellement, je vais peut-être refaire un peu les calculs pour voir si ça passe toujours aussi bien avant de mettre à jour sur Revit. Donc, une fois qu'on a fait ces éléments, donc on peut faire plusieurs passes, mais l'idée c'est qu'on peut aussi faire la mise en page en amont. Donc ici, on va mettre le nord projet, donc nord papier, d'accord, pour avoir le pont sur une vue classique sur notre A0. Et ensuite, on va faire des groupes de sélection pour filtrer en fait tout ce qui apparaît d'appui, culée, poutre, fondation, etc. Voilà. Donc là, en fait, les catégories sont créées dans Revit, mais on les a pas encore au VV classique, à la visualisation classique. C'est pour ça que je crée ces différentes catégories. Et donc après, je crée des filtres qui me permettent d'afficher, vous voyez, les différentes catégories. Donc ici, j'enlève les trottoirs, les corniches, etc. Et puis à la fin, je peux enlever aussi les poutres. Voilà. Donc naturellement, on peut donner des couleurs avec ces filtres, autre chose. Et on peut facilement gérer les vues. Par exemple, sur cette vue, je veux pas voir mes poutres. Je peux désactiver cette catégorie. Et de même, sur la vue en plan, on va pouvoir recoter facilement les différents éléments. Faut savoir que Revit, bon là c'est droit, mais même si c'est courbe maintenant, Revit accepte de coter les courbures en coupe si on a besoin. Voilà. Ici, je vais rajouter différents éléments. Donc l'idée en fait, c'est que là, on refait des documents qu'on aurait pu faire pour la DUP ou pour le DCE avec l'élément intégré. Donc naturellement, on va pouvoir faire des vues 3D, des coupes, on va dire classiques, ou des coupes 3D pour un petit peu mieux comprendre l'ensemble des éléments avec tous les AI, pour toutes les arras inférieures et supérieures, et différentes cotations. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter des cotations. Et naturellement, c'est que si vous mettez à jour votre solide, enfin votre modèle sous InfraWorks, vous mettez à jour votre fichier Revit, et que cette cote existe toujours, elle sera mise à jour. On conserve toutes les mises en page et toutes les cotations. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'avantage. Voilà, un petit résumé de ce qu'on a vu. L'idée aussi, c'est qu'on va pouvoir ferrailler dans Revit, d'accord? Donc, on peut ferrailler de deux grandes façons. Soit on se met dans un plan de ref et on fait peupler par soit des aciers filants, soit des cadres les éléments, soit une nouvelle méthodologie où on peut sélectionner l'ouvrage en 3D et lui, de cet ouvrage, en fait, il reconnaît la forme globale du solide et il peut venir peupler ces éléments avec des cadres ou autres, on va dire. Et si le coffrage évolue, en fait, et ben en fait le ferrage évolue puisque lui vient épouser la forme du coffrage décalé de l'enrobage comme on peut le voir. Voilà, je rajoute des cadres pour finir. Et du coup après on va pouvoir annoter ces différents éléments. Donc soit avec des annotations classiques, soit avec des annotations à répartition, donc multi-armature on va dire. Voilà. Bon après, moi j'aime bien mettre un petit cercle autour de mes numéros d'armature, tous un peu ces petites habitudes, et après on retrouve une mise en page classique du ferraillage de la culée par exemple, voilà, avec différents éléments. Bien sûr, sur la vue 3D, on va pouvoir refaire des filtres, soit par diamètre, soit par numéro, soit par d'autres attributs, peut-être liés au phasage ou quoi. Ce que j'ai pas montré là, c'est qu'on aurait pu mettre aussi des aciers hors coffrage, c'est-à-dire déplacer les aciers pour faciliter au montage. Je crois que j'ai une slide après. Et aussi armer les fondations et les piles de pieux. Voilà.
Donc là, on retrouve un ferrage classique. Alors voilà. Ici, l'élément supérieur. Et donc sur le plan, vous allez bien sûr aussi mettre votre liste de fer qui est associée, qu'on va voir juste à côté, avec voilà, la vue à côté, avec les différentes longueurs et les images des codes formes et les valeurs des différents segments ABCD. Voilà. Voilà. Ce que je vous ai pas montré en vidéo, c'est qu'on aurait pu aussi déplacer les aciers de coffrage sans les déplacer réellement avec Revit, pour faire ce type de vue un peu éclaté. On peut naturellement, une fois qu'on a fait ça, déterminer les conflits de l'armature, mais de tout l'écosystème avec Navisworks. Mais bon, là, vu que je suis sur l'armature, j'ai illustré avec de l'armature. Et on va passer au phasage travaux. Ouais. Dernière étape, parce il est déjà midi. Donc, ce qu'on voulait illustrer aussi, c'est l'exploitation de Navisworks pour simuler la réalisation des travaux en phasage. Donc là, vous retrouvez dans ce timeliner les différentes phases de terrassement issues des modèles du modèle de terrassement que j'ai découpé précédemment dans Civil 3D. Puis on a tout simplement exploité la modélisation 3D d'InfraWorks, hein, les objets issus d'InfraWorks. On les a récupérés dans Navisworks, attachés à des phases particulières. On a après utilisé le processus classique du timeliner. On a géré les débuts, les fins de chaque phase, et on peut tout ça très rapidement, très facilement jouer en dynamique. Je le rejoue, il va assez vite. Jouer en dynamique ce phasage, déjà pour s'assurer que tout est cohérent, que tout s'enchaîne dans le bon ordre, et puis c'est aussi très pratique au niveau pas pédagogie, mais pourrait expliquer facilement à l'ensemble des intervenants comment tout va s'organiser et comment toutes les phases du chantier vont s'imbriquer. Alors, on a d'autres vidéos, c'est pour ça que là on a plus insisté sur les déblaires emblèmes, où en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez lier sans doute de MS Project, Primavera ou Excel le planning. Les noms souvent des tâches vont avoir des noms clairs, qui fait qu'en fait après vous allez rematcher ça avec des paramètres partagés de Revit ou des métadonnées de Civil 3D. Dernière vidéo ici, la traduction de ce que l'on vient de vous montrer pour les tunnels, tout simplement. Puisque les ponts et les tunnels sont gérés maintenant de la même façon dans InfraWorks. Vous pouvez faire des tunnels à partir de sections paramétriques que vous pouvez éditer dans Inventor, ce qui vous permet de générer la section de tunnel que vous souhaitez. Vous pouvez récupérer ce tunnel dans Revit, et tout ce que Stéphane a expliqué pour les documents et pour le ferraillage, on peut faire la même chose aussi pour les tunnels. Tout ce qu'on a vu pour les ponts est valable pour les tunnels. Voilà, c'est la fin de cette présentation. On est pile poil dans les temps. Est-ce que Stéphane, tu as vu des commentaires ou des questions pas de questions dans l'interface? Alors peut-être juste avant qu'on ait les questions, donc vous aurez la présentation en PDF avec toutes les vidéos associées et tous les datasets, donc les fichiers Revit et autres. Oui, je reprécise. Donc la vidéo, j'espère que j'ai bien enregistré, oui. Elle sera disponible sur le projet BIM 360 du user group. Si vous n'y avez pas accès, envoyez-moi un email, je vous rajouterai. Et il y aura aussi le PDF de cette présentation avec les liens vers les données pour ceux qui sont intéressés, pour récupérer les fichiers et les données, pour regarder un peu plus dans le détail tout ce workflow. Ouais. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je reconnais c'est un workflow un peu particulier par rapport à ce que j'avais l'habitude de vous présenter. Les ouvrages d'art, c'est quand même assez spécifique. C'est de l'infra, mais pas uniquement. Donc, heureusement, Stéphane était avec moi ce matin pour la partie structure. Merci encore Stéphane, c'est gentil d'être venu. Je crois qu'on va couper là la vidéo parce qu'il n'y a pas de. Si vous avez des questions, allez-y, tapez-les. Questions. Sinon, peut-être ouvrir le micro. Non, pas de questions. Voilà. Bon, peut-être que les questions reviendront une fois que vous aurez les datasets, tant Revit, tant. Bien sûr, on reste disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Vous connaissez nos emails. Si vous avez des questions sur ces workflows, on sera un plaisir de vous y répondre, que ce soit
de la structure pour Stéphane ou plus la partie InfraWorks infra pour moi. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à la présentation. Bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Reposez-vous, passez de bonnes vacances et on se retrouve l'année prochaine. Bonne fête à tous et allez au ski. C'est important. Ouais, Stéphane dit ça parce que il est de Grenoble. Merci, au revoir à tous.